Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cet avant-dernier tutoriel qui s'appelle Interpréter. Avant-dernier, pourquoi? Parce qu'il y aura un nouveau tutoriel la semaine prochaine qui portera spécifiquement sur comment écrire le 4 pages. Mais là, c'est un tutoriel qu'on pourrait également appeler Comment ne pas surinterpréter et qui clôture en partie une première série de tutoriels qui tentent de répondre à la question comment analyse-t-on les données tirées d'un questionnaire. Vous devez en avoir marre de voir toutes ces étapes à chaque fois, mais juste pour revenir sur ce qu'on a déjà fait, ce qui est quand même pas mal, on a su décrire ce que l'on faisait, on a une base de vocabulaire qu'on maîtrise maintenant, on sait normalement pourquoi est-ce qu'on le fait, comment est-ce qu'on va répondre à une question sociologique, comment est-ce qu'on choisit nos variables, comment est-ce que du coup on fait notre i croisé et notre i à plat pour répondre à quoi. Maintenant, il faut savoir comment interpréter ce que l'on fait, que lire, qu'en déduire, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire, comment est-ce qu'on peut interpréter, comment est-ce qu'on peut ne pas surinterpréter. On va voir trois choses en particulier. La fameuse question des pourcentages en ligne ou en colonne. C'est un peu compliqué, ou en tout cas, ça peut poser question ou problème. Donc, j'espère que à partir de là, ce sera réglé et vous ne vous poserez plus la question. Ça va de pair avec comment est-ce qu'on lit un trait croisé au niveau des résultats. Il y a deux types de lecture, lecture directe, lecture indirecte, et ça dépend de quoi. Devinez quoi, ça dépend de qu'est-ce qu'on a mis en ligne ou en colonne en termes de pourcentage. Et en troisième partie, qu'est-ce que l'analyse quantitative peut nous dire et peut ne pas nous dire? Enfin, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire avec l'analyse quantitative? Et c'est pas forcément très grave. Et là, du coup, c'est sur la dernière partie qui sera plus sur comment est-ce qu'on analyse des résultats, comment est-ce qu'on voit les limites de nos résultats et comment est-ce que du coup on peut ouvrir, soit en fait retourner au charbon et refaire plus de tri croisés, soit en fait juste dire bah, j'ai réussi à dire ça, je peux pas tout dire non plus et il faudrait faire plus d'enquêtes ou plus lire. Et ensuite, bah, ce sera à vous de jouer. On commence par les pourcentages en ligne ou en colonne. Petit rappel du protocole de recherche, on a construit l'objet, analyse de données, limite et ouverture. Et en fait, ce que je vais essayer de vous montrer là pour en ligne ou en colonne, c'est de partir d'un exemple de l'analyse de données en reprenant un peu les tableaux que je vous ai proposés au dernier tutoriel. Comme ça, au moins, vous avez un exemple très précis qui peut vous aider un peu à savoir comment manipuler et vous approprier vous-même ces fameux tableaux. Donc, pour le moment, on est ici. Petit rappel également, c'est des données statistiques, donc c'est une analyse quantitative. Et c'est assez important de le rappeler parce que du coup, l'analyse cherche à identifier certaines choses. Et si je vous le rappelle ici, c'est que ça cherche à identifier ce qu'on appelle des corrélations. C'est-à-dire qu'on a pris des expériences, euh, donc chaque questionnaire est en soi une expérience d'un individu, mais en fait on les a détachés, on a un ensemble de caractéristiques qui sont devenues du coup des variables avec des modalités, donc les réponses spécifiques des individus. On a vraiment coupé en fait en tranches et en variables les expériences particulières des individus, et maintenant on cherche en fait à établir des corrélations entre ces caractéristiques qu'on a découpées. Donc on cherche à prendre un, deux, enfin voilà, plusieurs variables et puis les mettre en lien et voir si en fait elles sont corrélées. Corrélé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un phénomène pourrait potentiellement dépendre d'un autre. Le fait qu'un phénomène arrive dépend potentiellement qu'un autre phénomène est là ou qu'une caractéristique est remplie par la personne en question. Ça veut dire quoi? Par exemple, si on prend l'exemple du sujet numéro 2, la réussite scolaire des étudiants et étudiantes, ben en fait, on a posé comme hypothèse que c'était lié au niveau de fatigue des étudiants et étudiantes. Donc, ça pourrait être corrélé. Ça veut dire quoi? Le phénomène réussite scolaire des étudiants et étudiantes pourrait dépendre du niveau de fatigue des étudiants et étudiantes. La réussite scolaire des étudiants et étudiantes pourrait être liée au niveau de fatigue des étudiants et étudiantes. La réussite scolaire des étudiants et étudiantes pourrait être influencée par le niveau de fatigue des étudiants et étudiantes. C'est ça qu'on appelle une corrélation. Si jamais ça c'était vrai, si jamais cette hypothèse-là, elle était confirmée, eh ben, la corrélation serait également confirmée. Ça veut simplement dire que si le niveau de fatigue est élevé, alors la réussite va être impactée. Si le niveau de fatigue est bas, alors la réussite va être impactée. Ça, c'est pour la question en fait des hypothèses générales avec un phénomène qui pourrait être lié à un autre phénomène. Quand on va au niveau empirique, donc au niveau des données, il faut qu'on cherche les variables, en fait, qui permettent de saisir la réussite scolaire, qui permettent de saisir le niveau de fatigue. Parce que là, c'est assez abstrait. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est des variables, des informations très précises, des réponses à des questions très précises qui permettent de saisir ces phénomènes-là.
Et ce qu'on dit par rapport aux variables quand elles sont corrélées, c'est que les valeurs des variables qui permettent de saisir la réussite scolaire et les valeurs des variables qui permettent de saisir le niveau de fatigue pourraient varier dans le même sens, on parle de corrélation positive, ou dans le sens opposé. Par exemple, quand les valeurs niveau de fatigue augmentent, donc quand le niveau de fatigue augmente, les valeurs qui permettent de saisir la réussite scolaire baissent. Donc, les indicateurs de on réussit scolairement baissent. Donc, quand le niveau de fatigue augmente, eh ben, qu'est-ce qu'on pourrait observer? Notre hypothèse, ce serait de dire que les indicateurs qui permettent de dire qu'un individu réussit scolairement baissent. On parle de corrélation négative. En revanche, oui, ça, et quand le niveau de fatigue diminue, eh bien, les niveaux de réussite scolaire montent. Donc là, pareil, on parle de corrélation négative. On aurait pu prendre par exemple le niveau de repos à la place du niveau de fatigue en termes de phénomène. Donc là, quand le niveau de repos augmente, on pourrait imaginer que le niveau de réussite scolaire augmente aussi. Ou quand le niveau de repos baisse, et bien le niveau de réussite scolaire baisse aussi. Donc ça varie dans le même sens, mais du coup là c'est une corrélation positive. Voilà, j'espère que ça vous permet un petit peu de clarifier ce que ça veut dire corrélation. Corrélation, ça veut juste dire qu'un phénomène peut être lié à un autre, peut dépendre d'un autre. Et donc, au niveau empirique, au niveau des variables, ça veut dire que lorsque des valeurs d'une variable vont dans un sens, eh bien, les valeurs de l'autre variable vont soit dans l'autre, soit dans le même sens. Mais ça varie, en tout cas, ensemble. C'est lié. Ça a une influence sur, ça dépend de. Petit exemple pour juste vous montrer comment mobiliser les tableaux et comment faire votre choix en base. C'est ça qui nous intéresse, c'est comment est-ce qu'on met le pourcentage en ligne ou en colonne. On va prendre un exemple du coup qui n'est pas dans les sujets, parce que ça ce sera à vous en fait d'explorer, mais que je propose moi, voilà, qui est un peu simple, mais qui est juste une façon voilà, d'exemplifier un peu les choses. Le phénomène qui m'intéresse moi, c'est toujours un peu le même, voilà, on va dire que c'est la réussite scolaire. Le déterminant, selon moi, de la réussite scolaire, ça pourrait être le système de genre. Le système de genre, c'est plein de choses. Le système de genre, c'est la catégorie de sexe à laquelle on a été assigné à la naissance. C'est la façon dont on a été du coup socialisé selon cette catégorie de sexe-là. Donc les activités qu'on a dû faire, les compétences qu'on a pu développer. C'est pas simplement le sexe à l'état civil ou le sexe à laquelle on identifie. Le système de genre, c'est vraiment toute la division du travail que ça peut être, tout ce que ça a pu être de différent entre les individus selon qu'ils aient été assignés hommes ou assignés femmes. Et ma grande hypothèse, du coup, donc étape numéro 1, c'est quoi mes deux boîtes? Le phénomène qui m'intéresse, c'est la réussite scolaire. Les déterminants possibles, c'est le système de genre. Du coup, je formule ma grande hypothèse, c'est que la réussite scolaire des étudiants et étudiantes pourrait être liée au système de genre. Et donc, je pense que les valeurs des variables permettant de saisir la réussite scolaire et les valeurs des variables permettant de saisir le système de genre pourraient soit varier dans le même sens, soit varier dans le sens opposé. En tout cas, elles pourraient être corrélées. Étape numéro 2, on ouvre les boîtes, c'est-à-dire qu'on cherche des variables concrètes derrière ces grands phénomènes un peu abstraits. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, toujours la même chose, on va sur notre super questionnaire et on regarde et on lit question par question par question et on se dit, ok, est-ce que cette question-là me permet de saisir le phénomène réussite scolaire? Bon, pas forcément. Et est-ce que ça me permet de saisir le phénomène système de genre? Pas forcément non plus. Est-ce que cette question-là permet de saisir? Voilà. Et donc, pour chaque question de votre questionnaire, vous vous dites, est-ce que ça permet de saisir mon phénomène 1 ou mon phénomène 2? Oui, non. Dans ce cas-là, je note pas. Mon phénomène 1, mon phénomène 2, oui, non. Est-ce que je note, est-ce que je note pas? Ah bah tiens, qu'est-ce qu'on a là? Quel est votre sexe pour l'état civil, féminin, masculin? Ça permet quand même de saisir le système de genre, donc je le note. Ah tiens, qu'est-ce qu'on a là? 8. À quel sexe vous identifiez-t-on en général? Ça permet de saisir le système de genre, donc je le note. Ah tiens, qu'est-ce qu'on a là? La mention au bac. Aucune assez bien, bien, très bien. Bon, ça permet de saisir la réussite scolaire, je le note. 15 avant le bac, avez-vous redoublé au moins une fois? Ça permet de saisir la réussite scolaire aussi possiblement, donc je le note. Voilà, donc en gros, on prend son questionnaire, on lit, et par rapport au phénomène qui nous intéresse, on note au fur et à mesure les questions, et on les note dans le tableau. Donc, je vous ai proposé de faire données de cadrage et après pratique, mais c'est juste pour que vous fassiez bien attention à ce que les infos disent. Il y a des infos qui portent vraiment sur la vie en primaire des individus, la vie au collège, la vie au lycée et la vie maintenant des études supérieures. Donc, il faut faire attention à ne pas confondre en fait les différents moments de la vie des personnes qui ont répondu. C'était plutôt pour vous aider là-dessus que j'ai fait ça. Donc, le sexe état civil ou le sexe
identifier, c'est plutôt des données de cadrage, c'est-à-dire la position sociale des individus, ça donne des informations sur qui ils sont. Donc je les ai mis là parce que c'est le phénomène 2, ça permet de toucher du coup au système de genre. J'avais vu aussi le redoublement. Donc en fait, on a vu, c'était avant le lycée. Donc du coup, ça marche pour le primaire, le collège, le lycée. Voilà, donc question 15, question 15, question 15. J'avais vu aussi la mention du bac, ça c'est pour le coup, c'est au lycée. Si jamais ils ont passé un bac, ben, du coup, Q13, c'est la mention du bac. Et puis, possiblement, voilà, la question 21, c'était de savoir si la personne a participé au rangement de la chambre, de l'aide aux devoirs, la vaisselle, le lavage, le ménage. Et en fait, ça, même si c'est pas forcément du coup, c'est lié au système de genre dans le sens où on pourrait partir du principe que le système de genre, c'est aussi des pratiques qui sont assignées aux individus. Mais il faudrait du coup voir si effectivement il y a plus de femmes qui ont fait toutes ces activités-là et si le fait d'avoir été socialisé et avoir eu des compétences pour ces activités-là, ça peut jouer possiblement sur des compétences scolaires. Est-ce que le fait d'être très maniaque, et ben en fait, ou d'avoir été socialisé à être très maniaque, et ben ça aide à l'école parce que le fait d'être maniaque, ça veut dire qu'on est rigoureux, qu'on fait attention aux détails et en fait, c'est des compétences scolaires en soi. Ça pourrait être intéressant de voir le lien en fait, tout simplement. Voilà pourquoi je l'ai mis là. Ensuite, vous remarquez, ce que j'ai mis entre parenthèses, c'est le nom de la variable. On avait la question, le nom de la variable, comment est-ce qu'on l'obtient? Et bien toujours pareil, on va sur la base, on va dans le dictionnaire des codes, et donc on avait notre question 7 qui était ici, le nom de la variable c'est celle-là. Question 8 c'était ici, le nom de la variable c'est celle-là. Question 15 redoublement, le nom de la variable c'est celle-là. Question du coup 13 mention au bac, la variable c'est celle-là. Voilà, c'est juste pour vous exemplifier un petit peu quelque chose que vous savez déjà. Et maintenant, c'est un peu le plat de résistance. On doit choisir la manière dont on désire les traiter. Est-ce qu'on met le pourcentage en ligne ou en colonne? Quelle est la base 100? Et c'est là où en fait on avait notre grande hypothèse qui était la réussite scolaire des étudiants et étudiantes pour être liée au système de genre. Et là on va avoir une sous-hypothèse qui va être l'hypothèse 1. Les étudiantes à l'état civil sont plus susceptibles de réussir selon les critères conventionnels de l'institution scolaire que les étudiants. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va considérer que c'est pas simplement le système de genre qui est lié, enfin, on va donner une hypothèse dans quel sens ça varie. C'est-à-dire que si on considère que que le système de genre et donc au sein du système de genre, la variable sexe va varier en même temps que des variables de réussite scolaire, il faut qu'on l'hypothèse, c'est dans quel sens ça varie. Et ben, on pense que ça varie dans le sens où quand on est une fille, on a plus tendance à réussir, quand on est un garçon, on a moins tendance à réussir. Voilà, c'est notre hypothèse, hein, c'est vraiment à vérifier. Donc ça se formule comme ça. La population, ou en tout cas la caractéristique précise, est plus susceptible de remplir les conditions de l'autre phénomène. Donc cette formulation-là, vous pouvez la garder en tête. C'est le phénomène 1 selon une caractéristique précise est plus susceptible d'aboutir à ce phénomène 2 selon une caractéristique précise aussi. Et cette hypothèse 1, elle se décompose en d'autres hypothèses selon les variables, encore une fois, que vous avez réussi à trouver. Première variable qu'on peut croiser, en fait, c'est la variable Q7, donc sexe à l'état civil, avec la variable Q15, qui est donc le redoublement. Hypothèse 1, les étudiantes à l'état civil sont moins susceptibles de redoubler que les étudiants. Hypothèse 1, cette fois-ci, c'est le croisement Q7 et Q13. Les étudiantes à l'état civil sont plus susceptibles d'avoir eu une mention au bac que les étudiants. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on a décidé, mais bon, ça encore une fois, je ne vais pas le faire avec vous, c'était juste pour vous montrer un exemple de comment est-ce qu'on fait un protocole de recherche. Et bien, on a décidé qu'il nous fallait une nouvelle variable qu'on appellerait bac mention à partir de Q13 parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est pas savoir quelle est la mention, c'est savoir si on a eu une mention. Donc du coup, on va créer une nouvelle variable et on va dire que pour aucune, on gardera la modalité aucune. Et pour les modalités assez bien, bien et très bien, on créera une nouvelle modalité qui les englobera tous et qui dira avec mention. Donc du coup, on aura une question qui sera avez-vous eu une mention, une variable qui sera mention ou non, avec deux modalités, aucune ou une mention. Et ça, c'est passer de la variable quali à une variable quali. C'est juste pour vous donner un exemple de vous poser des questions. Les variables que vous avez à disposition ne sont pas forcément les plus adaptées. Du coup, vous les recodez.
Pour pouvoir savoir un peu qu'est-ce qu'on fait pour la base 100, on va se focaliser juste sur l'hypothèse 1.1, à savoir le tri croisé entre le sexe à l'état civil et le fait d'avoir redoublé, avec notre hypothèse à vérifier ou donc confirmer ou infirmer que les étudiantes à l'état civil seraient moins susceptibles de redoubler que les étudiants. C'est parti. Notre variable 1, c'est Q15, notre variable 2, c'est Q7. Notre hypothèse à vérifier, c'est celle-là. Les étudiantes à l'état civil sont moins susceptibles de redoubler que les étudiants. Et on se pose la question, qu'est-ce qu'on met en base 100? C'est-à-dire les pourcentages, est-ce qu'on les met selon la variable sexe à l'état civil, c'est-à-dire ici, ou est-ce qu'on les met selon la variable redoublement, c'est-à-dire ici? En gros, je vais vous montrer par rapport au Excel, au niveau des exemples. J'ai demandé à Excel de me faire un petit tableau pour savoir justement le lien entre possiblement le sexe à l'état civil et le redoublement. Je lui ai dit, mets-moi le sexe à l'état civil en colonne, mets-moi le redoublement en ligne. Il me l'a fait et je lui ai dit, mets-moi des pourcentages et pas des effectifs. Et là, il me dit, ok, bah t'as le choix entre mettre en base 100. Base 100, c'est quoi? C'est mettre les pourcentages en bout d'une variable. La variable redoublement, elle est ici. Donc là, on a mis en base 100 la variable redoublement parce que finalement, on a mis la population de référence qu'on a choisie. Là, on a mis les 100%. Et ben, c'est le redoublement. C'est est-ce que oui ou non, on a redoublé? Non. Parmi tous les gens qui ont redoublé, voilà, on fait les pourcentages. Parmi tous les gens qui ont redoublé déjà, voilà, on fait les pourcentages. Donc les pourcentages, la proportion des personnes est faite par rapport à la population de référence de les personnes qui n'ont pas redoublé, les personnes qui ont déjà redoublé. Donc là, c'est un pourcentage en ligne avec le redoublement en base 100. On peut aussi faire autre chose, on peut lui dire paramètres des champs de valeurs, afficher les valeurs, pourcentage de la colonne, hop, et là, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a les pourcentages qui sont calculés en fonction du nombre total de femmes à l'état civil ou en fonction du nombre total d'hommes à l'état civil. Du coup, qu'est-ce qui détermine les pourcentages? Cette fois-ci, c'est la variable sexe à l'état civil. Du coup, qu'est-ce qui est en base 100? C'est la variable sexe à l'état civil. Et les pourcentages sont en colonne. Voilà. On va comparer ce que ça a donné des deux côtés. Si j'ai mis le phénomène à expliquer en base 100, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux expliquer? C'est le redoublement, le fait ou non de redoubler. Donc si j'ai mis en base 100 le redoublement, ce qui veut dire que les pourcentages sont en ligne. Ils sont liés aux modalités du redoublement, oui ou non. On a calculé du coup la proportion en fonction de la population totale des gens qui ont déjà redoublé, des gens qui n'ont pas redoublé. Jamais avant le bac. Et on peut se dire, bah moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir s'il y a plus de femmes ou d'hommes qui ont redoublé avant le bac. Donc, je vais comparer. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Il y a 54% des femmes qui ont redoublé avant le bac et 47% des hommes qui ont redoublé avant le bac. Donc, en fait, il y a plus de femmes, si on compare comme ça, en tout cas, si on se dit ça, si on a ce raisonnement-là, il y a plus de femmes qui ont redoublé avant le bac. Bon, bah en fait, ça veut dire que c'est faux. Les étudiants ont plus tendance à redoubler que les étudiantes. Sauf que, qu'est-ce qui se passe? Si jamais on met le pourcentage en colonne, c'est-à-dire qu'on met en base 100 le sexe à l'état civil, c'est-à-dire que comme population de référence, c'est toutes les femmes de l'échantillon, population de référence, c'est tous les hommes de l'échantillon, c'est parmi tous les hommes de l'échantillon, parmi toutes les femmes de l'échantillon, et ben on voit que 14% des femmes de l'échantillon ont déjà redoublé, contre 23% des hommes qui ont déjà redoublé. Donc là, clairement, c'est moins. Donc on se dit, ben mince, en fait, c'est les étudiantes qui sont moins. C'est parce qu'en fait, on avait mal lu celui-là. Là, en fait, quand on l'avait lu, c'était absolument faux. Il fallait dire parmi les personnes qui ont redoublé, parmi la population totale des redoublants-redoublantes, il y a 54% de femmes et 46% d'hommes. C'est ça qu'il aurait fallu lire. Le 100%, c'est juste que ça vous permet de dire parmi quoi? Parmi la population totale des femmes, 15% ont déjà redoublé. Parmi la population totale des hommes, 24% ont déjà redoublé. Et en fait, qu'est-ce qui fait que parmi tous les redoublants-redoublantes, eh ben, en fait, il y a plus de femmes, alors même que au niveau des sous-populations, eh ben, il y a moins de femmes?
C'est parce que notre échantillon, il n'est pas du tout égal en termes d'hommes et de femmes. En fait, il y a beaucoup plus de femmes, ce qu'on appelle un effet de structure. Donc c'est la structure de l'échantillon qui fait que finalement, on peut se retrouver avec un chiffre beaucoup plus gros ici parmi les redoublants-redoublantes de femmes, alors même que si on compare juste au niveau de parmi toutes les femmes de l'échantillon, il n'y a que 14, il y a 15%, et donc c'est plus faible que parmi tous les hommes de l'échantillon. Donc, pour faire attention à ces effets de structure, c'est-à-dire pour faire attention au fait que on n'a pas forcément le même nombre de caractéristiques, on n'a pas forcément les caractéristiques qu'on veut étudier, en fait, sont pas forcément à 50%, 50% dans notre échantillon. Ce qui veut dire qu'il faut toujours les ramener à une même base, c'est-à-dire à une base 100. On va y venir. Les astuces pour choisir entre pourcentage en ligne et pourcentage en colonne, ça dépend du coup de la question de recherche et des hypothèses qu'on souhaite valider ou invalider. C'est-à-dire que les populations qu'on veut comparer sont celles qu'on doit ramener à un dénominateur commun, c'est-à-dire à la base 100. Dans l'exemple, on veut comparer la situation des étudiants et étudiantes quant au redoublement selon le sexe à l'état civil. Donc on veut comparer la sous-population homme, la sous-population femme. On veut comparer en fait les sous-populations des caractéristiques sexe à l'état civil. Donc là, on utilise les pourcentages en colonne, qui est la variable sexe EC, et en colonne. Deuxième astuce, c'est la même chose, c'est se dire les modalités de la variable dont on cherche à mesurer les effets doivent avoir un dénominateur commun. Et encore une fois, c'est la base 100. Dans l'exemple, le pourcentage en colonne permet de mesurer les effets du sexe à l'état civil sur le fait d'avoir ou non redoublé avant le bac. On veut mesurer en fait si le sexe peut effectivement expliquer le fait d'avoir redoublé ou non avant le bac, du coup les effets du sexe sur le fait d'avoir ou non redoublé. Donc la variable, donc les modalités de la variable dont on cherche à mesurer les effets, à savoir les modalités homme à l'état civil, femme à l'état civil, doivent avoir le dénominateur commun, la base 100. Du coup, on peut les comparer. Parce que sinon, si on comparait ça, en fait, on ne comparait pas les mêmes choses. On comparait 54% parmi les redoublants-redoublantes, certes, mais en même temps, dans une population féminine qui est bien plus importante. Du coup, on ne peut pas savoir, en fait, ce qui nous intéresse, c'est la proportion de femmes et la proportion d'hommes. C'est pas la proportion de redoublants-redoublantes. Le vocabulaire du coup à retenir ici, et qui vient d'être introduit, c'est variable explicative et variable expliquée. On différencie les variables quand on fait un trait croisé entre les variables qu'on considère explicatives et celles qu'on considère comme expliquées. La variable explicative, c'est quoi? C'est celle dont on cherche à mesurer les effets sur le phénomène qui nous intéresse. Le phénomène qui nous intéresse, c'est quoi? C'est la variable expliquée. Donc la variable expliquée, c'est le phénomène dont on pense qu'il est lié, impacté, influencé par la variable explicative. Donc, encore une fois, là, on se disait que le phénomène qui nous intéressait, c'était la réussite scolaire. La variable explicative, c'était possiblement le système de genre. Donc, au niveau des variables empiriques, on s'était dit que le redoublement, c'était ce qu'on cherchait à expliquer. Et la variable explicative, ce serait d'être un homme ou une femme à l'état civil. Donc, comme il fallait qu'on compare les sous-populations hommes et les sous-populations femmes par rapport au phénomène redoublement, il a fallu qu'on mette en base 100 les sous-populations qu'on voulait comparer, c'est-à-dire les hommes et les femmes, de façon à ne pas faire d'erreur de lecture qui pourrait être simplement due au fait qu'il y a plus de femmes que d'hommes dans l'échantillon. Comment est-ce qu'on lit du coup un tableau qui montre qu'effectivement il y a moins de femmes qui ont déjà redoublé avant leur bac que d'hommes qui ont déjà redoublé avant leur bac? On peut dire qu'on confirme l'hypothèse selon laquelle c'est lié et selon laquelle en plus les redoublantes sont moins susceptibles d'avoir redoublé que les redoublants, que les étudiants. Je répète, que les étudiantes sont moins susceptibles d'avoir redoublé que les étudiants. On peut dire la proportion de redoublement est différente chez les femmes à l'état civil que chez les hommes. Le fait d'être une femme ou un homme à l'état civil affecte le fait d'avoir redoublé. Il existe une tendance dans la proportion, sans S, des redoublements en fonction du sexe à l'état civil, et le fait que des femmes à l'état civil aient répondu ou que des hommes à l'état civil aient répondu a induit une différence dans le taux de redoublement. C'est 4 façons de formuler la même chose, de dire en fait que oui, il y a corrélation, que oui, l'hypothèse est validée, et que oui, effectivement, les valeurs des variables varient dans un sens, pour le coup là, identique. C'est-à-dire que le fait d'avoir redoublé, c'est-à-dire quand le taux de redoublement augmente, il augmente en même temps que le nombre d'hommes. Et inversement, quand il baisse en même temps que le nombre de femmes. Vous voyez un peu l'idée, du coup, les valeurs des modalités des variables varient dans le même sens.
Si on reprend notre protocole de recherche, du coup, en fait, on peut reprendre notre tableau. C'est assez simple. On prend le phénomène à expliquer, on prend le déterminant possible, et donc le déterminant possible, on le met en variable explicative, donc en base 100. Donc quand vous faites vos sous-hypothèses et que vous faites votre tri croisé, que vous demandez où est-ce que je mets mes pourcentages, c'est quoi ma base 100, et bien dites-vous, c'est quoi les déterminants possibles, et c'est quoi le phénomène à expliquer. Et là, hop, vous avez directement, très facilement, le choix qui est fait pour vous sur où est-ce que vous mettez le pourcentage en colonne ou en ligne. Après, on peut lire aussi différemment les tris croisés. C'est-à-dire que ce que je vous ai dit par rapport au pourcentage, ça vous permet de faire une lecture directe. Mais on peut aussi faire une lecture indirecte. Donc c'est parti, on va voir comment est-ce qu'on peut lire de deux manières différentes un tri croisé. Comment est-ce qu'on lit ça? Comment est-ce qu'on lit ça? Ça, c'est le premier tableau où en fait, on avait choisi de mettre le pourcentage, la base 100, au niveau de la variable explicative. On considérait que l'hypothèse de base, c'était que le fait d'être un homme ou une femme à l'état civil puisse expliquer le fait d'avoir redoublé ou non. On avait bien mis en base 100 la variable explicative. Dans ces cas-là, on peut juste regarder les taux internes du tableau. Les taux internes, c'est ça. C'est les 4 cases du milieu, sans s'occuper des taux situés en marge. Donc, en fait, on peut comparer du coup directement le 15% ici et le 24% ici. Et on peut dire, parmi l'ensemble des étudiants hommes à l'état civil, 24% ont redoublé au moins une fois avant le bac, contre 15% des étudiantes femmes à l'état civil, soit une différence de près de 10 points de pourcentage. Donc effectivement, le fait d'être une femme influe sur le fait d'avoir redoublé ou non, et le fait d'être un homme influe sur le fait d'avoir redoublé ou non, parce qu'on a 10 points de pourcentage de différence entre 15% de femmes contre quasi 25% d'hommes. La lecture indirecte, en fait, c'est une lecture qu'on doit faire lorsqu'on calcule le pourcentage de la variable expliquée. Donc quand on a mis en base 100, en fait, pas la variable explicative, la variable expliquée. Donc on a mis en fait en base 100 le fait d'avoir redoublé et le fait de ne pas avoir redoublé. Donc là, on avait bien vu, si on compare 54 et 46, en fait, ça ne marche pas parce qu'on compare l'incomparable et on va faire une vraie erreur qui peut potentiellement arriver à un non-sens sociologique. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, il faut comparer. Les taux internes, on peut les comparer, mais seulement si on les compare à la base totale générale. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va reprendre la formulation parmi. Parmi les redoublants redoublantes, 54% sont des femmes. On le voit. Or, les femmes représentent 65% de l'échantillon total. Donc, relativement au nombre de femmes totales, on observe une sous-représentation de redoublantes parce qu'il y a moins de redoublantes en termes de proportion que de proportion de femmes dans l'échantillon. A l'inverse, on peut voir qu'il y a une proportion supérieure d'hommes qui ont redoublé par rapport à la proportion totale de l'échantillon. Donc finalement, on arrive au même résultat, mais en ayant comparé les chiffres différemment. Donc attention, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous mettez en base 100 votre variable explicative, vous pouvez comparer les deux populations et donc les taux internes. Si vous mettez en base 100 votre variable expliquée, vous pouvez comparer effectivement vos deux populations de variables explicatives, mais seulement si vous les comparez au total, à la proportion totale dans l'échantillon. Et là, vous pouvez voir s'il y a une sous-représentation ou une surreprésentation par rapport à cette caractéristique de redoublement. Maintenant, qu'est-ce que l'analyse quantitative peut dire ou ne pas dire? Et après, on a bientôt fini. On va revenir un peu là-dessus. Donc, encore une fois, on a fait l'analyse de données. Maintenant, on va regarder les limites ou ouvertures. On en est un peu là. Un petit rappel, en fait, le raisonnement quanti, ça découpe la réalité étudiée en un certain nombre de variables. Donc ça, c'est ce qu'on a dit, et on cherche des corrélations. Le raisonnement quali, en fait, au contraire, on cherche à comprendre la singularité d'une expérience et à contextualiser le plus possible. Donc concrètement, on va s'intéresser à qu'est-ce qui fait qu'un parcours est unique, qu'est-ce qui fait que la personne est à la fois en L3, à la fois boursière, à la fois femme, à la fois bac général. Enfin, on va chercher en fait à comprendre la cohérence de ce parcours et on a une multiplicité de facteurs qu'on va prendre au niveau de la personne pour expliquer ce qu'elle fait et pourquoi est-ce qu'elle le fait. Alors qu'au niveau quanti, on va prendre deux variables et on va voir si elles jouent ensemble. Donc c'est pas la même chose que de voir la continuité d'une ligne et de prendre par contre deux colonnes.
et de voir si elles jouent. On ne cherche pas les mêmes choses. Là, on cherche les corrélations et là, on peut identifier les processus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'interprétation n'est pas la même et donc du coup, il ne faut pas surinterpréter ce qu'on arrive à dire avec les stats. Ce qu'on peut dire avec les stats, c'est quelque chose de très bien. On peut analyser la fréquence des phénomènes étudiés. Donc, est-ce que c'est par exemple au niveau des modalités des femmes qui ont redoublé, ben voilà, est-ce que finalement c'est quelque chose de normal? Est-ce que c'est quelque chose de minoritaire? On peut vraiment voir la fréquence. Les étudiants et étudiantes fatigués, est-ce que c'est le cas de tous les étudiants et étudiantes de la fac? Est-ce que c'est pas forcément le cas de tous les étudiants et étudiantes de la fac? On peut voir quand même une question de fréquence et ça, objectiver des fréquences, c'est extrêmement important, notamment au niveau politique. Donc c'est une vraie arme, les stats, par rapport à ça. Et on peut aussi croiser, encore une fois, les phénomènes avec des caractéristiques identifiées et on peut voir du coup si le phénomène arrive plus ou moins souvent, si des conditions ou caractéristiques sont réunies. Par contre, ce qu'on ne peut pas dire, c'est les processus qui sont arrivés à ce phénomène. Quelles pratiques, représentations, actrices sont mis bout à bout pour former l'expérience de la réalité donnée. On ne peut pas expliquer les processus sociaux qui arrivent à cette corrélation. En tout cas, c'est beaucoup plus compliqué de l'aborder par rapport au Cali. Un exemple, les hommes redoublent tendanciellement plus que les femmes. Très bien, c'est un résultat hyper fort grâce au quanti. Par contre, on ne peut pas dire, à partir de ce tableau, quels sont les processus sociaux qui expliquent comment et pourquoi les hommes redoublent davantage. On ne peut pas, à partir de nos données, expliquer pourquoi. On peut voir le résultat. En fait, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Et on peut voir que maintenant, aujourd'hui, quand on les prend, les étudiants et étudiantes, qu'on les prend aujourd'hui à la fac, ils ont déclaré, les hommes ont déclaré avoir plus redoublé que les femmes. Bon, pourquoi? On ne sait pas. Par contre, on peut voir que le fait d'être un homme ou une femme impacte visiblement sur le fait d'avoir ou non redoublé. Mais quels sont les processus qui peuvent expliquer pourquoi? On n'a pas forcément les moyens avec cette base-là de comprendre. Mais c'est pas grave, on a déjà réussi à objectiver ça et c'est hyper fort comme résultat. Un exemple tout bête, c'était juste pour, voilà, pour un peu empiriser ça. Si on prend une Ola, tout le monde fait la Ola là, beaucoup de gens. Il y en a qui la font d'ailleurs un peu différemment. Bon, en stats, on se dirait, OK, je vois que plein de gens, en fait, remplissent la caractéristique: «Oui, je fais une Ola». Je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui explique que les gens font une Ola. Pour ça, comment est-ce que je vais faire? Est-ce que je pourrais, par exemple, compter le nombre de maillots avec des, numéros? Et je pourrais voir, en fait, si le fait d'avoir un maillot avec un numéro fait que tendanciellement, on va plus souvent faire la Ola. Je pourrais compter le nombre de t-shirts, bleus. Je pourrais compter le nombre d'hommes et me dire que le fait d'être un homme, ça fait que potentiellement on fait plus la Ola. Je pourrais compter, enfin voilà. Voilà ce qui se passerait en quanti. En quali, on ferait autre chose. En quali, on cherchera à comprendre les processus qui font que les personnes ne seraient, déjà sont là où elles sont, c'est-à-dire sont à un match. Ce qui s'est passé avant que tout le monde se mette à faire la Ola en fait. Qu'est-ce qui a fait qu'on est arrivé à ce stade de faire la Ola? Donc c'est le moment avant la Ola, on chercherait à trouver les processus qui peuvent expliquer qu'est-ce qui fait que maintenant les gens, bah là, ils font la Ola. Et puis, on pourrait aussi se dire en quali, ah bah tiens, cette personne-là, en fait, elle a des raisons très propres à elle aussi, structurelles peut-être, mais avec d'autres types aussi de facteurs propres à sa trajectoire personnelle, toujours prise dans des structures, mais malgré tout avec plein de micro-éléments qui sont propres à cette personne-là, qui fait qu'aujourd'hui, elle fait la Ola. Elle fait la Ola de façon particulière par rapport à son voisin, qui n'a pas exactement la même trajectoire, par rapport à son voisin, qui n'a pas la même trajectoire non plus. Donc on est plus sur une cohérence de ligne et pas une comparaison de colonnes. Voilà, c'est juste pour vous dire un peu la différence quali-quanti, ce qu'on peut dire du coup sur du quanti et ce qu'on peut dire sur du quali, mais les deux sont très complémentaires. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est qu'on ne parle jamais de causalité, toujours de corrélation. C'est pour ça que j'arrête pas de dire pourrait. Le phénomène à expliquer pourrait dépendre d'être lié à le déterminant possible pourrait avoir un impact sur. Pourrait, c'est du conditionnel, parce que la corrélation n'est pas causalité, parce que les variables varient dans le même sens, que ça veut dire que forcément, il y en a une qui va expliquer l'autre. En fait, on dit explicative, mais c'est parce que c'est comme ça qu'on raisonne. Par contre, le résultat ne pourra pas nous dire, eh ben en fait, le fait d'être un homme cause le redoublement. Ça, non, on ne pourra jamais le dire. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a peut-être plein d'autres variables qui expliquent le fait de redoubler. Et là, on a juste vu une variable. Du coup, c'est impossible de savoir que cette variable-là, elle explique à elle seule le fait de redoubler. C'est pas possible. Et ce qu'on appelle d'ailleurs des variables cachées. Et je vous invite fortement à regarder cette petite vidéo qui explique qu'est-ce que c'est qu'une variable cachée de façon extrêmement ludique et pédagogique. Et vous comprendrez un petit peu pourquoi est-ce qu'on ne peut jamais dire que du coup X cause Y. On peut dire que X est corrélé à Y, mais on ne peut pas dire que X cause Y. C'est pas possible, c'est pas
juste en fait d'un point de vue scientifique. Par contre, on peut dire, et je vous le répète, la proportion de redoublement est différente chez les femmes à l'état civil que chez les hommes. Le fait d'être une femme ou un homme à l'état civil affecte le fait d'avoir redoublé, pas cause, mais affecte, influence, et il existe une tendance dans la proportion de redoublement en fonction du sexe à l'état civil. Voilà tout ce qu'on peut dire et c'est déjà très très bien. Une fois que vous avez fait tout ça, que vous avez vu les limites et ouvertures, que vous avez réussi à lire vos tableaux, n'hésitez pas à vous dire, ah bah tiens, en fait, mon hypothèse est infirmée, confirmée, et puis à revenir du coup ici, et puis à repartir, à refaire des tours. Voilà. Vous avez maintenant les différentes étapes, ce qu'il faut faire à tous les niveaux. On va voir comment écrire un 4 pages la semaine prochaine, parce que c'est une façon de formuler vos résultats et de les mettre en forme d'une façon particulière, et ça peut être intéressant de maîtriser cette forme-là du 4 pages. Mais en tout cas, pour le moment, vous êtes à les stades de recherche, donc n'hésitez pas à faire autant d'aller-retour que vous le voulez et que vous le pouvez aussi hein, dans ce joli sablier. À vous de jouer!